Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule aujourd'hui avec Flavie ça la pêche. La pêche. Nous sommes également avec Antoine ça la pêche. La grosse pêche. Et ensemble, nous sommes en train de commencer une partie de Trip to Sky, hashtag Trip to Fly, c'est-à-dire, Flavie, que tu as décidé de lancer. Un préquel. Une campagne préquel de Trip to Sky. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On a donc appelé ça Trip to Fly. Et donc, on va faire une série de podcasts sur Trip to Fly. Flavie, qu'est-ce qui t'a donné envie de te replonger dans cet univers ? Alors, c'est un projet qui date d'il y a longtemps. Quand on a fini la campagne de Trip to Sky, j'avais un peu masterisé, j'avais trouvé ça cool. Mais je voulais faire découvrir un truc que j'avais pas joué moi-même en fait aux autres. Et puis, comme dans le livre, il y a toute une référence à l'histoire en fait d'avant. Et j'avais adoré cette partie-là dans le bouquin. Je m'étais dit, mais pourquoi ne les ferais-je pas jouer avant, dans le passé ? Et il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais dans un trip. Pour vous dire à quel point c'est vieux, c'est quand j'ai découvert Heilung, qui est quand même pas un groupe tout jeune. Et donc, du coup, j'étais dans les périodes où j'écoutais beaucoup de musique comme ça. Alors, comment tu pourrais caractériser cette musique ? C'est quoi ? C'est du pagan folk ? C'est du pagan folk. Et que je continue beaucoup, d'ailleurs, à écouter. C'était même avant le confinement, hein. Et donc, j'ai commencé à triper là-dessus. Puis, il s'avère que après, ma vie a été bien remplie. J'ai un peu dévié de ma route professionnelle. Puis ensuite, j'ai eu pas mal de boulot. Puis ensuite, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Donc, j'ai laissé tout ça de côté. Et puis, ça y est. Et puis, cette année, l'année dernière a été une année un peu plus d'apaisement pour moi. J'ai repris du poil de la bête et là cette année je me suis rendu compte que j'avais à nouveau la niaque psychiquement en fait et que du coup je me sentais prête à me lancer là-dedans. Je vous ai demandé à Antoine et à toi si vous seriez motivés cet été, vous avez dit oui et du coup j'ai couché mes idées sur le papier. Alors évidemment le monde est loin d'être fini hein, vu que en gros j'ai eu 3 semaines pour coucher mes idées sur le papier. Donc j'ai créé mon monde, il est prêt, enfin une partie de mon monde. Globalement les idées globales voilà, du monde et puis c'est vrai que c'est les grandes lignes. En fait c'est vrai que c'est compliqué de préparer une campagne pour Trip to Sky dans la mesure où beaucoup de choses vont être improvisées pendant la partie puisque c'est le contrat social du jeu. Le plus important c'est d'avoir une liste de prénoms possibles de personnages. Ouais. Je pense que c'est dans la to-do list du meneur ou de la meneuse de jeu de Trip to Sky, c'est la liste de prénoms. Du coup, tu as pris plein de prénoms nordiques. Selon les endroits, parce qu'on joue au moment où il y a les 8 tribus. Gormungandre. Les 9 tribus, pardon. Secours, un Gormungandre. On y reviendra après. Un Gormungandre. C'est pas facile. Non, c'est pas facile à prononcer certains mots. Donc, je me suis... on joue au moment où on est sur l'île principale de Trip to Sky, avec toutes les tribus. Qui sont des voilà et donc j'ai commencé à triper en donnant des noms d'oiseaux ailés ou d'animaux ailés à toutes ces tribus. Parce que dans la base je me souviens plus mais ils ont des animaux totems. Il y a 9 tribus non ? Je sais plus, il y a 9 tribus mais je ne sais plus. Il me semble qu'il y a des animaux totems déjà. Alors justement je regarde ça, je suis en train de revoir. Il ne reste plus des 9 tribus que de vagues vestiges de la vieille ville d'Ipsilos. Car toutes ces tribus se seraient constituées en proto-monarchie patriarcale dont le pouvoir assiséen actuel recherche à se revendiquer. Ainsi, les 9 tribus dirigées par les premiers faiseurs, les fameux faiseurs, et notamment des nécromanciens et des pyromanciens, se seraient reconnus en 9 créatures célestes, 9 oiseaux, dont ils auraient fait leurs 9 bannières, le colibri, le dragon, l'aigle, le pégase, le faucon, le condor, la mouette, la chouette et le corbeau. Voilà. Et en fait, effectivement, Flavie a repris en fait le nom des oiseaux pour caractériser les 9 bannières des 9
principales constellations de ce qu'a dit le livre. Et il s'avère que chez les Vikings, dans le folklore des dieux, il y a 9 parties divines qui correspondent à 9 peuples. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça pour donner une petite âme à toutes ces tribus et ensuite triper sur... Alors, mon idée, c'était de me dire, bon, alors comment on peut vivre sur cette île ? Qu'est-ce qui se passe dessus ? Donc, je me disais qu'il devait y avoir des endroits où on faisait à manger, donc on faisait l'agriculture, des endroits avec des gens qui essayaient d'écrire, etc. Donc, j'ai un peu tripé là-dessus pour créer toutes les tribus, quoi. Donc, exit les Grecs, les Orientaux, les Irlandais. Ah, pas les Irlandais. Les Irlandais, ça va. Alors là, je suis désolé, mais je dois intervenir. Donc, l'an 0, c'est l'armistice des justes. C'est là qu'on a les Grecs, tout ce que tu dis, là. Mais attention. Là, on est en moins, beaucoup plus loin. Moins 3000. Oui. Moins 3000 avant cette date. Ouais. Donc... Mais du coup, tu choisis de mettre dans une civilisation celte. Enfin, celte viking, quoi. Même pas, plutôt viking par rapport aux Celtes. Ouais. Mais l'idée aussi, c'était que... moi, j'en ai ras-le-bol d'explorer des trucs de romains, de grecs, etc., qui sont des trucs en plus sur lesquels j'ai pas mal de connaissances. Donc, je voulais, en même temps que vous faire une chronique, moi, triper un peu, découvrir des trucs. Et apprendre des choses. Cool. Et donc, du coup, il y a des trucs que je découvre en même temps que vous, avant de faire voilà, des fois, vous me posez des questions, je suis là, attends, je vais aller voir, je sais pas. Mais c'est cool. Enfin, du coup, je suis un peu... L'idée, c'était aussi de me placer. Je trouve que Trip to Sky, c'est un jeu où le meneur, il a presque la même façon d'entrer dans le maelstrom que le joueur. Les joueurs, ouais. Et donc, je voulais pas, même si j'ai des secrets et tout, même si je vois à peu près où je veux aller, je voulais continuer à moi pouvoir avoir des moments où je me pose des questions aussi et où je trouve des réponses avec vous, en fait. Donc voilà, j'ai pas tout créé non plus. Une grande différence avec l'univers de Trip to Sky normal, c'est qu'il n'y a pas ce système encore, en tout cas au moment où on est rendu. Donc on a fait la création de personnages. Donc à l'heure actuelle, quand on enregistre le podcast, on a donc créé nos personnages avec Antoine. On a chacun fait un scénario en solo avec notre maîtresse du jeu. Et nous avons fait notre premier scénario collectif, véritable banger, parce qu'on a appris déjà pas mal de petites choses un peu intéressante et importante sur l'univers que tu nous as mis en place. Voilà, donc on en est là. Et l'idée aussi, quand j'ai créé ça, c'est que du coup, on est avant le moment où il y a des zélés qui ont fait n'importe quoi et où tout le monde s'est mis à dire « Oh là là, c'est dangereux ». Donc je me suis dit, si on est avant, ça veut dire que il y a des zélés. Là, il y a des zélés et que personne n'en a peur, en fait. Que tout va bien. Il y a des démons. Là, du coup, on n'appelle pas ça des démons. Oui. Ouais. Donc on les appelle les zélés. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un monde où en fait c'est nos problèmes. C'est cool d'avoir des ailes parce que tu sais que le mec ou la fille, ils ont presque des super pouvoirs, des gens qui font des trucs incroyables, on sait pas trop pourquoi, mais du coup c'est plutôt valorisé. Je me suis dit que ce serait un peu rigolo d'avoir ça. Mais j'ai aussi tripé sur le fait que c'était une toute petite île avec tout plein de gens et je me suis dit, système d'attrition, si c'est une petite île, les gens, en fait, ils continuent à se peupler, mais il n'y a pas plus d'endroits que ça pour vivre. Donc, système d'attrition des ressources. Donc, dans ces cas-là, la société doit être assez punitive, un peu à la japonaise. Comme le Japon médiéval. Voilà, donc l'idée, c'était de mettre en place tout un système de tabous, du coup, qui oblige les gens à se sacrifier, à se tuer, etc. De l'honneur, seppuku, tout ça, machin. Avec tout un système de tabous à la fois dans les tribus et sur l'île. Et quand tu brises les tabous, du coup, ça devient un peu compliqué. Mais je voulais garder quand même un truc qui faisait que quand tu révélais quelque chose, tu pouvais réussir quelque chose, mais ensuite c'était la merde. Donc j'ai mis en place le système des secrets inavouables. Voilà, où en gros vous avez un secret. Chaque personnage a un secret qu'il n'a pas envie d'avouer parce que c'est sa honte ou autre chose, un truc qu'il peut pas dire. Et s'il le révèle, du coup ensuite son statut social change complètement. Ouais. Donc, par rapport à l'univers, parmi les différences, il y a l'absence complète, pour l'instant, complète
des ammonites, puisqu'on ne va pas voyager à bord de bateaux volants, etc. Néanmoins, il y a des spectres dans l'univers, en tout cas pour le moment. Hein. Tu nous as dit que peut-être à un moment donné, on allait faire des découvertes à ce sujet, mais pour l'instant, voilà. Il y a une tribu qui est un peu moche, qui utilise les spectres. On va les passer en revue après. D'accord. On va les passer en revue après. Mais il y a des ammonites, c'est juste qu'on est incapable de les attraper. Et puis on n'en a pas beaucoup. Et puis on n'en a pas beaucoup, quoi. On n'a pas de navire pour les attraper. Voilà, et puis on en a quelques-unes qui sont passées qu'on a pu attraper, mais pour l'instant, nous, souvent tu les vois au loin, tu fais oh mince, ça vole. On ne navigue pas. On ne navigue dans pas, la mer tempête. C'est moins sans ce bateau qu'avant. Sky. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, donc on le rappelle, les ailés ne sont pas pourchassés. Il n'y a pas cette dimension, voilà, on doit cacher nos ailes, on n'est pas des démons, il n'y a pas cette réputation, etc. On notera d'ailleurs que les principales tribus, les 9 tribus, donc on rappelle, le colibri, le dragon, l'aigle, le pégase, le faucon, le condor, la mouette, la chouette et le corbeau, sont toutes représentées par une créature qui justement est une créature ailée. Donc ça, je ne sais pas quel rôle ça jouera pour l'instant, mais en tout cas, voilà, ça veut dire quelque chose. Je reviens rapidement sur cette histoire de coller à la réalité de Trip to Sky. Dans le livre de base, il est bien précisé que toute l'histoire qui nous est racontée dans la base, c'est une histoire qui nous est racontée par des nécromanciens qui ont écrit l'histoire à un moment donné dans l'histoire de Trip to Sky. Donc l'histoire elle-même est contestée. Donc Flavie, à travers son préquel, elle peut nous raconter un peu tout et n'importe quoi. Elle n'est pas soumise à un respect total de la base. Il y a une historienne, c'est ça Il y a des historiens et dont une qui travaille pour les prêtresses, il me semble. Oui, mais là en l'occurrence l'histoire très ancienne, donc celle qui date d'avant le jour de l'armistice et des milliers d'années avant, l'histoire de 9 tribus, elle a été consignée par les nécromanciens. Voilà. Et ce qui est très intéressant, et on verra après, c'est que Flavie a choisi de faire des corbeaux, les nécromanciens, dans l'histoire. On aura l'occasion d'y revenir quand on racontera un petit peu la fiction dans laquelle on s'est plongé. Donc ça, c'est le premier élément, c'est les distinctions par rapport à l'univers. Maintenant, les distinctions de Trip to Sky ou les apports en fait de Trip to Fly vis-à-vis des personnages. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'est-ce qu'on a de l'ancien Trip to Sky. En gros, il y a le système de relation map, entre guillemets, où tu vas décrire tes relations, etc. Voilà. Tu peux avoir un maître, mais ce ne sera pas un maître forcément d'épée. Hein. Tu peux avoir été un combattant, mais ça peut être ton maître, ça peut être quelqu'un qui t'a appris des choses. Voilà. Et on dépend d'une tribu. Voilà, on dépend d'une tribu, c'est-à-dire que tu ne vas pas parler de ton rôle sur le bateau, mais tu vas marquer ta tribu. Voilà. Tu as toujours ton pire ennemi, ton être aimé, ton maître. Par contre, au niveau des objectifs, on a des choses qui ont changé. Ouais. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a cette histoire du secret déshonorant, qui est un premier élément. Puis il y a un truc, c'est que j'ai changé les dieux. Il n'y a pas, pour l'instant, Paeli, Elenkis ou Terites, ou alors ils sont sous des noms différents. Alors, en tout cas, tu as même changé la Triskel, puisque ce n'est plus la Triskel, mais un Triskel. Un Triskel, voilà. Donc, retour au Triskel de base. Le Triskel breton. Voilà, tout à fait. Qui est justement une sorte d'hélice qui peut tourner. Oh. Auquel tu as attribué, au lieu d'y attribuer des éléments ou effectivement les souffles, tu y as attribué 3 noms de divinités que sont Cèdre, Alogi et Frare. Alors, est-ce qu'on peut peut-être passer en revue ces 3 divinités ? Cèdre, ça représente l'eau. Cèdre, un rapport avec l'eau, c'est la déesse des actes magiques, du langage, de la communication. De la poésie, de l'étrange. De la poésie, elle préside à l'étrange, c'est aussi la déesse des morts. Et elle permet de faire ses preuves et elle est reliée aussi au matin. Ah, ça c'est intéressant, tiens, je vais noter ça. Parce qu'en fait, l'idée c'est que tu puisses regarder en fait la Triskel qui tourne et en fait passer d'un dieu à un autre en fait en suivant le cycle de la journée. Voilà, tout à fait. Et du coup, parce que les 3 dieux dont on va parler, en fait, sont des dieux qui sont avec lesquels, en fait, des personnes de l'univers, on va en parler après, peuvent entrer en contact. Mais en fait, ce peuple-là a perdu son dieu principal, qui est Echo. Echo, qui est le centre du Triskel. Ouais. Et du coup, l'idée, c'était de se dire que,
En fait, pour faire advenir Écho dans l'univers, en fait, on passe son temps à prier les 3 dieux. En fait, il faut n'oublier aucun. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais les faire tourner dans la Triskel, et qu'il y a le matin, le midi et le soir. Alors justement, à Logi, c'est le midi, le midi, c'est le feu. C'est ça ? Non, c'est le crépuscule. C'est le crépuscule. Donc je vais dans le bon sens. Ouais. Attends. Du coup, il faut que je tourne dans le bon sens. Ouais, donc le deuxième, c'est Frare, la Terre. Elle est au zénith. C'est une déesse, un déesse ou dieu androgyne, on ne sait pas trop. Elle préside à tout ce qui est, elle préside à tout ce qui est sacré, à la paix, à l'intelligence. Elle est aussi reliée à l'agriculture, au sang et au vin. Toute cette partie-là est associée au pouvoir physique et aux belles naissances, et elle préside à la beauté. Ok, très bien. Et enfin, donc la Terre, ça c'est Frare, la Terre. C'est et Alogi. Enfin, Alogi, le feu. Le crépuscule, c'est le dieu de la discorde. Il y a le feu, la force, mais c'est aussi l'artisan, vu qu'il impose en fait une forme aux choses. Donc c'est le dieu des artisans. Il préside au combat, au physique, à l'inattendu de la victoire, à la confrontation, au courage et à la témérité. Témérité, excellent. Donc on voit donc 3 éléments. L'eau à travers Cèdre, la magie, le langage, la communication, la poésie, l'étrange, la mort, etc. La terre avec Frare, beauté, agriculture, paix, prospérité, le midi, déesse / dieu, androgynie, donc Yel. Et enfin, Alogi, le feu, discorde, force, combat, courage, victoire, inattendu, etc. Et tout ça, en fait, on va retrouver les équilibres de la Triskel sur donc la pensée, l'assise et le son. Sauf que là, on change complètement de monde, en fait. On change complètement d'orientation. Et l'idée, en fait, c'est de... c'est en utilisant en fait ces trois dieux, c'est qu'on est toujours en train de prier pour faire revenir l'ancien dieu créateur dont on a perdu la vraie foi et que du coup avec qui on a perdu la communication. Et on prie les 3 pour leur faire advenir son retour au centre du Triskel. Donc, et lui, il est représenté plus par l'air, l'éther, et la sagesse et la résilience et la persistance. Et c'est pour ça qu'on lui sacrifie des êtres tous les ans, dans un endroit de l'île qu'on appelle Haven. Le Haven. Ok, on rentre pas encore là-dedans. Donc l'idée, c'est qu'on a un système de jeu qui est basé sur des objectifs pour Écho, donc pour l'advenue de cette divinité. On a des objectifs qui seront liés à notre arme, mais pour l'instant qu'on n'a pas encore. On a ce secret de Zonoran, et en plus avant, on avait Assise, Pensée, Son. Maintenant, on a Cèdre, Alogi et Frare, qui sont les 3 éléments dans lesquels on va mettre des dés et pour lesquels on prendra des dés. Et on a son objectif, entre parenthèses, pour Écho, du coup. Voilà. Et donc, le secret des honorants. Et après, c'est mes petits ajouts un peu mignons que j'aime bien. Il y a l'arme. L'arme, donc pour l'instant, on n'en a pas encore, nous, qui est quelque chose qui est l'une des quêtes, en fait. Je voulais que retrouver l'arme soit... Parce qu'en fait, elles sont perdues pendant un certain temps après la chute, en fait. Elles sont utilisées à un moment, puis on n'en entend plus parler. Alors, je me disais que ça pourrait être intéressant de lancer une quête, en fait, de ces armes, et donc que cette arme, elle soit avant tout, en fait, parce que qu'elle soit avant tout dans la tête, en fait, que quand tu la retrouves, en fait, elle fasse presque partie de toi. Ouais. Donc, l'idée, c'est que dès le scénar solo, tu entends, en fait, l'arme presque t'appeler comme si elle faisait partie de ton âme. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus parce que vous avez encore des secrets à découvrir dessus. Ouais. Et que du coup, en fait, vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous devez chercher. Voilà. Et donc, vous découvrez votre destinée par des murmures. Et il y a encore un autre truc sur la fiche pour lequel je ne vous dirai pas plus que ça. Il y a le murmure sur la fiche. Voilà. Pour l'instant, dont on ne sait rien. Voilà. Mais c'est juste pour bien signaler les différences par rapport à Trip to Sky, de façon à ce que nos éditeurs et auditrices puissent comprendre de quoi on va parler. Par contre, les trésors, c'est la même chose. Les points d'essoufflement, c'est la même chose. Donc voilà. Donc ça, c'était par rapport au système de jeu. Pour le reste, c'est pareil. On a des dés au milieu de la table. On les prend quand on raconte quelque chose Enfin, notre MJ pose des problèmes. Tu nous poses des problèmes, Fly. Tu nous mets des problèmes sur la table. Nous, pour les vaincre, on va se saisir de dés qui se trouvent dans un bol commun. Et pour avoir le droit de se saisir de ces dés, on doit raconter quelque chose en rapport avec l'élément qu'on va invoquer dans la description de la narration en vue de résoudre le problème. Et sachant que, comme dans le livre, j'ai mis en place des petits secrets de jeu que vous devez retrouver.
Et pour l'instant, vous les avez pas trouvés. Non, on les a toujours pas trouvés. Il y a des règles secrètes, voilà, qu'on peut découvrir. Donc, par exemple, si je veux résoudre un problème lié, par exemple, par exemple, Flavie me pose un problème, séduire la princesse avec un D10, ça veut dire que le problème est difficulté 10. Si, on n'a pas trouvé comment, mais on a eu affaire à une règle secrète. Il y a eu un +1. Il y a eu un +1, mais vous n'avez pas compris pourquoi. Ouais. On comprend pas encore. Moi, il y en a eu plusieurs des règles secrètes qui ont été appliquées, même au cours de mon scénar solo, j'ai pas encore pigé. Donc, du coup, je reprends. Donc, si le MJ nous pose un problème, donc par exemple un des 10, on dit voilà, séduire la princesse, difficulté 10, ça veut dire qu'il va falloir vaincre une difficulté 10 pour séduire la princesse. Pour ce faire, je vais pouvoir prendre des dés, et par exemple, si je décris comment j'utilise la magie, le langage, la communication, la poésie, donc Cèdre, eh bien je prends le dé sur ma feuille qui correspond à Cèdre. Moi, en l'occurrence, pour mon personnage, c'est un D4, c'est-à-dire que c'est pas la compétence dans laquelle je suis le plus fort. Donc je dis, par exemple, j'essaye de lui raconter un poème, je prends le D4 et je vais le lancer contre le problème. Donc là, de ce point de vue-là, c'est le même système que dans Trip to Sky. On raconte, on prend des dés au milieu de la table pour lancer les dés contre les problèmes. Et en fonction des scores qu'on fait, on vainc plus ou moins facilement les problèmes, on raconte comment on les vainc. Ou alors, les problèmes contre-attaquent et nous infligent des points d'essoufflement. Voilà, ça c'était rapidement pour refaire un petit point sur le système. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu formidable Trip to Sky, il est sur la boutique romaricbrillant.fr. Vous pouvez vous le procurer très facilement. Et il m'en reste plein, j'en ai encore plein en stock, donc n'hésitez pas à le commander. Fly, maintenant on va passer à l'univers. Je prends ma fiche. Voilà. Et peut-être rapidement nous décrire les 9 tribus, c'est-à-dire que en tant que joueur, on va être amené à appartenir à l'une de ces tribus. Et donc, la première chose qu'on a faite au cours de la création de nos personnages, c'est qu'on t'a écouté pendant quelques temps nous expliquer à quoi correspondait chacune des tribus. Il fallait pour que vous puissiez savoir de quelle tribu vous alliez venir. Alors, l'idée, c'est que je suis partie de la carte. Et sur la carte, il n'y a pas qu'un espace, il y avait aussi des petits traits autour. Donc, j'ai considéré que dans l'ancien temps, en fait, les petits traits qu'il y avait autour de l'île principale, en fait c'était des morceaux d'île. Ouais, ça correspondait à d'anciennes choses, en fait, mais dont il n'y avait plus que des vestiges. Je vais commencer par Dragon, qui est sur l'un des vestiges de la carte, une sorte de petite croix qu'il y a sur le côté droit, qui du coup se retrouve reliée à l'île par des sortes de volcans. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que pendant quand j'ai expliqué ça, vous me dites « Des volcans sur l'île, chat ». Oui, allez voir en dessous. Allez voir ce qui se passe, vous avez raison. Donc en fait, volcans sur une île volante, c'est vrai que c'est particulier, mais ok. Tu verras. Non, mais bien sûr. L'idée, c'était que ce soit un peuple constitué à la base par des condamnés qui ont été envoyés ici. On pensait que ce serait de leur malédiction de vivre en fait sur cet espace qui n'était pas censé être viable parce qu'il faisait trop chaud, mais ça a été leur force. Ils ont dompté le feu des volcans, ils ont réussi à faire pousser des cultures, et du coup c'est le seul endroit chaud de l'île. Ce sont des êtres bronzés, voire brûlés. Et donc c'est un endroit, alors il faut savoir que j'ai retravaillé un peu les magies de Trip to Sky. Donc on utilise là la magie du feu, par contre je voulais que ce soit les pyromanciens. C'est un espace où il y a des petits secrets. Il y a des secrets partout. Il y a des secrets partout. Non, mais c'est juste pour présenter très rapidement les tribus. Tiens, ensuite, vas-y, pardon. Est-ce que Antoine veut nous présenter les aigles, puisque ton personnage en vient? Alors, j'aurais bien fait le tour. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, il y a quand on tourne vers la gauche, on tombe sur les condors, qui est inspiré de l'univers Jotun, en fait. Des géants. Des géants. Donc en fait, ils vivent dans la forêt, les montagnes, et donc ils vivent dans des forteresses robustes en bois et en pierre. Il y a des rites de force brute, et il y a des gens qui manient la magie des pierres et des cristaux. Ce sont des grands chasseurs, ils élèvent des chèvres, ils ont aussi la magie des tremblements de terre. Je me suis inspirée d'un personnage que Rome connaît bien d'un jeu vidéo, qui crie météorite quand il travaille. Comment il s'appelle déjà? Le Kongol dans Legend of Dragoon. Voilà. Le Kongol. C'est pas le Kongol, il s'appelle Kongol, c'est son nom. Et ils sont dirigés, j'ai oublié de dire, les dragons, ils sont dirigés par un homme qui s'appelle Dreki, dont on connaît pas grand-chose. Donc on sait qu'il est un chevaucheur de dragons. Voilà. Et là, t'es revenu sur les dragons. Voilà, mais du coup, là, sur les condors, en fait, ils sont dirigés par une assemblée de 9 qui deviennent les 100 noms, en fait, quand ils font partie de cette assemblée qui s'appelle le Steina. En fait, ils perdent leur nom. Oh la vache! On a
C'est où? Ok, il y a une bûche qui a explosé littéralement et qui nous a aspergé de cendres. Ça, c'est parce que tu as invoqué le dragon, c'est pour ça. Exactement. Quand on continue vers la gauche, on tombe sur les faucons. Ouais. Ils sont dirigés par le roi Thor. Ils sont inspirés de l'univers d'Asgard. Ils sont donc les As. C'est un endroit, en gros, où on a compris qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc, pour éviter la consanguinité, ils ont un système de vérification pour autoriser les naissances. Donc, en gros, ils font de la... C'est dingue, on a déjà passé 3 plombes à le retrouver l'autre jour, on ne va pas le retrouver. La sélection génétique. La sélection génétique, en gros, l'eugénisme. De l'eugénisme. Il y a très peu de naissances là-bas, donc c'est le seul endroit où il y a de la place sur l'île. Ils utilisent aussi la magie du sang, ce qui est assez logique compte tenu de ce qu'ils font. Ça, c'est le faucon. Voilà. Ensuite, quand on continue vers la gauche, on commence à descendre, on arrive sur les Pégases qui sont inspirés de Midgard, donc de la terre, donc c'est les Mides. Donc eux, c'est les agriculteurs, ils font aussi de l'élevage d'animaux, dits bas. Donc les autres peuples, en fait, assimilent les Mides en fait, aux animaux bas. Donc en fait, il y a des choses genre « Ah, t'es un cochon comme un Mide. Ah, tu vaux pas plus qu'un Mide. » Bref, ils sont un peu vus de haut en fait, par les autres tribus, un peu comme certaines personnes peuvent voir de haut les agriculteurs alors qu'ils font des choses extraordinaires et que c'est grâce à eux qu'on mange. Donc eux, en fait, ils sont adeptes de la transformation. Ils créent de l'alcool de pomme à partir de leur verger sacré. Ils ont réussi à faire pousser du raisin. Donc ils font de la vinomancie. D'accord. Et eux, ils ont l'une des plus belles villes d'Yggdrasil, Lanbrück, faite de pierre et de verre, puisqu'ils ont aussi les vitraux, et donc ils pratiquent aussi l'alchimie et la magie de la lumière et des couleurs. Et ils ont construit un Bifrost à un moment pour apaiser les tensions avec les faucons. Ok, donc ça, ce sont les Pégases. Leur roi s'appelle Cru. Voilà. Si vous voulez vous amuser, hein, j'ai tripé sur les noms en allant dans les dictionnaires islandais, norvégiens, suédois, tout ça, ouais. toutes les langues du Nord. Okay. Ensuite, on descend, on va vers les mouettes, inspirées de Svartalfheim. Je m'excuse pour les gens qui parlent ces langues. Donc, les Svart de la mouette sont des artisans très puissants qui dentent d'anciennes matières. En gros, ils arrivent à dompter le métal, quoi. Ouais. Et ce sont eux qui arrivent à forger les quelques ammonites qu'on a trouvés. Ils sont assez petits, en fait. Je me suis inspirée des nains. Ouais. Tous les Svartalfheim qu'on trouve, c'est là où on trouve les nains chez les dieux, dans l'univers des dieux d'Asgard, du grand arbre d'Yggdrasil. Voilà. Ouais. Et on trouve des cavernes, on trouve dans les objets des matières, et eux, ils ont la magie de l'ombre. Mm-hmm. Donc quand on connaît le Romaric Universe, on peut se poser des questions. Il y a quand même des ammonites aussi qui se retrouvent là-bas, des forges, voilà. Ensuite, on descend et là, on arrive chez les chouettes. Là, je me suis inspirée du Vanalheim, des vannes. Donc là, ils sont gérés par un conglomérat de 3 artistes. Je ne dirai pas les noms que j'ai trouvés parce que j'ai honte de ma prononciation, mais en gros, c'est eux, ils ont les runes, l'écriture et la poésie, la geste. Mmh. C'est un lieu éthéré et beau. Ils vivent dans des cités d'arbres gigantesques qui ont été sculptés. Ils se revendiquent purs face à l'écho. Ouais. Ils utilisent la magie des runes et la magie de l'écriture. Tous ceux qui naissent à la naissance ont un rite de destinée. Ensuite, quand on a leur destinée, on grave en fait au centre de leur front une rune qui correspond à leur destinée. Ouais. Et c'est un univers où il y a 7 castes. Et donc, ta destinée correspond à la caste dans laquelle tu seras. Dirigeant, combattant, artisan, agriculteur, serviteur, esclave ou barde. Excellent. Ensuite, c'était la chouette. Ouais, ça c'était la chouette. On arrive vers les aigles. Ah, les aigles, ouais, d'accord. Les aigles, je vais tourner... Les aigles, ils sont dirigés par un seigneur qui s'appelle Horn. C'est le monde qui est le plus bas, en fait, par rapport à l'île. Donc, c'est un monde de glace et de brouillard. C'est le plus bas d'Yggdrasil. Parce que l'île s'appelle Yggdrasil, j'ai oublié de le dire. Ouais. Eux, ils attrapent les spectres et ils s'en servent comme des choses. Et notamment pour faire flotter des petits bateaux. Ils attachent les spectres en dessous et ils font flotter des petits bateaux. Ça leur pose pas de problème. Il y a une proto-navigation, proto-armateur qui est en cours. Voilà, là-bas. ils utilisent vraiment l'esclavagisme. Eux, ils ont un arbre gigantesque et millénaire, par contre, où il continue à faire chaud et où vivent des milliers d'animaux.
voilà, qui ont aujourd'hui, qui plus tard auront disparu, mais là, ils n'ont pas disparu en fait. Et du coup, ils utilisent la zoomancie. Et ce sont je me suis inspirée de Niflheim. Ensuite, il y a le colibri. Les aigles. On rappelle, c'était les aigles dont on parlait. Les colibris sont les seuls qui sont dirigés par une femme qui s'appelle Droma. Parce que dans le texte, il y avait marqué dans Trip to Sky que c'était des patriarcats, etc. Donc, je voulais qu'il y ait quand même un endroit dirigé par une femme et que ça fasse partie des histoires qu'il y aurait. C'est un royaume où brillent d'éleveurs qui viennent d'un ancien peuple. Du coup, c'est un havre de bien-être et de douceur alors qu'il y fait froid. Mais grâce à ces lumières en fait, qui réchauffent, on a l'impression en fait, de toujours être plus ou moins dans un rêve à la limite du crépuscule. Donc vous vous en doutez, c'est un endroit où on dort beaucoup. C'est un endroit où il y a la magie de l'oniromancie. Donc la magie des rêves. Ouais. Et sont des êtres assez éthérés qui vivent en partie dans les nuages du temps, dont ils cherchent la manipulation. Et ils ont des sanctuaires avec des rituels complexes. Et je n'en dirai pas plus. Donc toutes ces magies, donc c'était le colibri que tu nous décrivais tout de suite, toutes ces magies dont tu nous parles sont des magies qui existent dans la base de Trip to Sky et qui trouvent ici en fait leur origine. Ce sont des proto-magies en fait. Les proto-magies de Trip to Sky, sachant qu'il y en a qui ne sont pas dans Trip to Sky. Donc du coup voilà, je me disais que c'était rigolo de mettre en place des magies qui auraient pu disparaître. Bien sûr, trop cool. Et on arrive enfin vers les corbeaux. Les corbeaux, la dernière. Qui sont ceux qui sont le plus auprès en fait du Haven dont je parlerai après. Les corbeaux, en fait, c'est un monde où on vit avec les morts et où en fait les gens ont beaucoup de tatouages sur eux. Notamment les femmes, en fait, ont une partie du visage blanc, une autre partie du visage noir. C'est des êtres calmes et ils créent des tombes naviformes et surtout, ils manient la nécromancie. Qu'est-ce que c'est des tombes naviformes ? Et en fait, nous on sait, mais... en fait, c'est des tombes sur lesquelles tu peux naviguer. Oh, voilà. Et ils utilisent la magie des plumes de corbeau. Et ils sont dirigés par quelqu'un qui s'appelle le Mid-Ain. Pas encore le Mid-Ain. Voilà. Très bien. Et donc, tout ce petit monde, en fait, j'ai rajouté, il y a un endroit, en fait, sur la carte où il y avait un petit trou. Et je me suis dit que ce serait un peu de rigolo de faire un endroit en fait où il y avait une sorte de havre sanctuaire. Il se trouve qu'il y avait le Haven dans tout ce qui était la mythologie, tout ça nordique, donc je me suis dit que j'allais mettre ça là. Il y a une sorte de sanctuaire où tout le monde vient prier pour Echo. Alors attends, ça fait toujours partie des corbeaux ou t'es non, déjà non, partie sur autre chose ? Je suis partie sur autre chose. Ok, d'accord. Alors je voudrais juste résumer les trucs, et parce qu'après on va en parler longuement du Haven, puisque ça a été l'objet de notre première partie. Avant de se lancer là-dedans. Donc, je rappelle, tu nous as parlé des corbeaux précédemment. Oui. Donc, on y va sur les 9 tribus. On a donc les dragons, des pyromanciens qui vivent dans des volcans aériens, les condors qui sont plutôt... Donc, le condor, la tribu du condor, qui est donc formée de membres Jotun, donc des géants. La tribu des faucons, qui est donc formée de guerriers, beaux gosses, sacrificiels, voilà. Les Pégases, tribu des Pégases, qui est donc formée par les artisans, des agriculteurs. Les agriculteurs humains, éleveurs, en fait. Voilà, des éleveurs. Les mouettes, qui sont donc l'équivalent des nains, les svarts, qui creusent et forgent des outils. Les chouettes, qui sont un peu l'équivalent des elfes. Il y a un côté très Ilúvatar là-dedans du Seigneur des Anneaux, qui sont donc les vannes dans ton univers, et qui vivent dans des arbres, et qui sont dont la magie est basée autour de l'écriture. Les corbeaux, dont la magie donc est basée autour de la mort. Les aigles, qui sont donc... Rappelle-moi les aigles. Zoomancie. La zoomancie, donc des proches des animaux, ils vivent dans les continents les plus bas, dans le froid, etc. Les colibris, rappelle-moi les colibris. Oniromancie, c'est ça. Ils passent leur temps dans le noir et donc souvent à rêver. Justement, pas dans le noir. Justement, ils sont pas dans le noir. Ils sont dans une sorte de lumière un peu crépuscule qui vient d'un ancien peuple. Voilà. Donc voilà, dragon, condor, faucon, pégase, mouette, chouette, corbeau, aigle et colibri. Chacune d'entre nous doit choisir sa tribu au début de la partie. Antoine, qu'est-ce que tu as choisi comme personnage ? Les aigles. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton personnage avant de rentrer dans le Haven ? Ouais. Mon personnage, Albéric, voilà, qui fait partie des aigles. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on raconte là ? On doit... oui, parce que tu m'as pas tout dit, c'est ça ? Non, mais c'est surtout que je construis aussi mon personnage au fil de l'aventure. Disons que c'est un personnage hybride entre plusieurs tribus, parce que tu avais du mal à choisir.
Ouais, c'est Donc dans ça. l'histoire, t'es surtout affilié aux aigles, mais t'as des Né histoires de avec d'autres l'amour petites choses. T'as l'air de faire un peu de zoomancie aussi, puisque tu... d'un père Bah, venant- c'est normal chez les aigles. d'un la père zoomancie. aigle et d'une mère colibri. Donc il y a de D'accord, l'oniromancie. ouais. Parce que là, je t'ai vu manipuler un oiseau. Ouais, mais ça, je suis un aigle. Mettre ton âme dans des oiseaux, enfin, dans un corbeau. Oui, alors pour ceux qui connaissent la citadelle des ombres, avec toute l'histoire de Fitz, tout ça, l'idée c'est que je me suis inspirée pour la zoomancie en fait un peu plus de la façon dont on gère, dont ils utilisent la magie dans cette histoire, à savoir que tu peux ne faire qu'un avec ton animal, tu as un lien télépathique avec lui constant, tu peux te projeter dans le corps de l'animal et l'animal peut se projeter dans ton esprit, et bref, et tu peux même avoir... C'est comme les Stark dans Ouais. Game of Thrones. Ouais. Qui ont un peu cette connexion-là, même s'ils la comprennent pas vraiment. Mais... Il y a un lien aussi avec un oiseau, lui, le jeune Stark. Là, Oui. Et Avec la un corneille corbeau. à Avec un 3 yeux. corneille à Ah, la trois yeux. corneille, ouais, c'est ça, il me semblait bien. Mais là, c'est un peu différent. Mais là, vraiment, je me suis vraiment inspirée de la magie de Robin Hood dans La Citadelle des Ombres. Ok, très très bien. Quant à moi, j'incarne donc Mada Kwasir, donc je suis Van, mais en fait je ne le sais pas encore, mais j'ai des origines faucon, puisque mon père était un faucon, ce que ma mère m'a rigoureusement caché. Et donc du coup, je suis à la fois un peu pour un Van, on va dire, pour quelqu'un déterré, je suis plutôt balèze, plutôt baraque. Et donc moi j'incarne un petit peu le bourrin dans cette histoire, hein. Moi je fais pas de romancie, moi. Moi je casse des portes avec le poing, je suis un peu l'Obélix. Voilà. Donc plutôt garde du corps, on va dire, mon archétype garde du corps. Ce qui est intéressant dans les deux personnages qu'on vient de décrire, c'est qu'on a tous les deux choisi de faire des sangs mêlés, des tribus mêlées. Toi, aucun d'entre nous n'a choisi de jouer purement et simplement une tribu. Parce qu'il y en a plein, il y a plein de tribus qui sont intéressantes, donc c'est compliqué de choisir. Puis on est que deux à la table, tu nous as autorisé, Flavie. Ouais, moi, tu sais, si tu as envie, tu fais. Hein. Moi, je suis un MJ extrêmement permissif. Sans mêler, mais ça veut pas dire que tu bénéficies de tous les attributs et les pouvoirs des tribus Ah non, mêlées, quoi. tu choisis la majorité. Sachant que pour la magie en fait de la zoomancie, je voulais vraiment qu'elle se distingue de celle qu'il y aura plus tard, c'est la protomagie. Donc j'ai séparé l'aspect connexion aux animaux qui existe encore du coup là, et l'aspect voyage dans les rêves. Excellent. Moi, du point de vue de l'ambiance, vraiment, j'avais l'impression d'être dans Kaldheim, l'extension de Magic sortie assez récemment. C'est-à-dire ni tout à fait un univers... C'est pas totalement viking quand même, Pas du tu tout, vois. ouais. Il y a d'autres trucs. On cherche pas en tout cas à coller à une espèce de réalité historique. Il y a du Celt, il y a du Viking, il y a du Game of Thrones, il y a de la Citadelle des Ombres. Ouais, je suis une grosse fan de fantasy. Alors voilà. l'idée en fait Très c'était cool. de m'inspirer d'un univers un peu plus nordique, mais pas à ce point-là en fait. Enfin, moi je suis pas fan de la série Viking, je la trouve... Je suis navrée pour les gens qui l'aiment bien, mais je la trouve vachement... mascu, ouais. Et... J'y suis déjà, moi, dans un monde nordique. Et moi, je me sentais pas du tout prête à vivre ça et à faire vivre ça à quelqu'un. Juste, j'avais pas envie de vivre ça. Donc, en fait, l'idée, c'était de m'inspirer de tout cet univers que je trouve beau, en fait. La mythologie, le fait que la foi soit présente constamment dans tout ce qu'on fait, etc. Les rituels, se questionner sur certains rituels sacrificiels, etc. Mais la partie mascu du viking, j'avais pas du tout envie d'avoir ça. Donc je l'ai mélangé avec ce que Rome appelle du Medfly. C'est pas si Medfly que ça. C'est pas si Medfly que ça. Non, pas pour l'instant en tout cas. Mais je l'ai mélangé avec des influences que j'avais sur de la magie. Il y a un etc. côté... le labyrinthe de Pan. Ah bah oui, ça c'est comment moi. il s'appelle déjà Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, voilà. Il y a un vrai côté Guillermo del Toro. C'est mon réal préféré en même temps. Ok. Dans l'univers, dans la magie, le côté cradingue un peu de la magie, j'ai envie de dire. Il y a un côté Skyrim, moi je trouve. Moi qui ai beaucoup joué à Skyrim. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup écouté les musiques. Mélange un peu, c'est un mélange des genres, tu vois, où il y a des régions, et justement il y a une région un peu nordique. Puis toutes ces magies, en fait, quand j'y pense, elles existent, tu vois, dans Skyrim. Ouais.
Voilà. On a beaucoup écouté. Alors, nous, on n'est pas joueuses de Skyrim. J'ai essayé une fois, mais ça m'est tombé des mains. Voilà, Juste, pareil. J'ai essayé d'y mettre Soren, il a pas accroché. Par contre, qu'est-ce qu'on a pu écouter les musiques en imaginant même ces univers. Donc, c'est intéressant. Est-ce que les musiques transmettent Et c'est vrai que c'est un univers très froid. Je me souviens d'avoir pas mal bourlingué dans les montagnes. C'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, Skyrim, c'est une bonne ref. En fait, j'ai surtout... Comme je l'ai dit, je l'ai créé parce que j'ai pas écrit l'univers, mais je l'avais en tête et je le mature. En fait, j'y pense quand même assez. À chaque fois que j'écoute du pagan folk, il y a beaucoup de Heilung et tout ça. Donc en fait, le côté on va recréer des rites sacrés, machin et tout, c'est clairement l'univers d'Heilung en fait. Donc qui m'a inspiré. Alors clairement, les musiques que tu utilises, moi je les trouve magnifiques. Elles me plongent tout de suite dans cet univers-là. D'autant plus que moi je ne connais pas du tout le pagan folk. Donc c'est trop bien de découvrir ces musiques en même temps que cette campagne parce que ça leur donne une orientation. Et puis c'est cool. Alors pour ceux qui connaissent Heilung, les musiques de combat. C'est trop cool d'utiliser ça quand ils combattent, c'est trop bien. Les musiques de combattants de Heilung, mais allez-y quoi, c'est trop cool. Très très cool. Alors pour résumer rapidement le premier scénario collectif que l'on a fait, puisque ni toi ni moi Antoine on a vraiment envie de parler de nos personnages en profondeur pour le moment vu qu'on ne les connaît pas encore suffisamment, on en parlera peut-être plus tard à l'occasion de leur développement. Donc nous sommes chargés, en tout cas moi je suis chargé de guider des ambassadeurs vers justement le Haven. Alors, moi je suis un ambassadeur. Et toi tu es un ambassadeur du Haven, effectivement. Très jeune ambassadeur. Je suis quasiment ton garde du corps, enfin je suis un des gardes du corps de personnes telles que toi et de fil en aiguille on se rencontre et je deviens plus ou moins l'un de tes gardes du corps. Et donc qu'est-ce que c'est le Haven ? En fait, c'est un endroit où on va prier Echo et tous les ans, en fait, on vient sacrifier aux dieux des gens pour le retour d'Echo. Donc, c'est une fête annuelle où les différentes tribus, en fait, choisissent les sacrifiés à envoyer. Et où on va faire une grande fête. On va sacrifier des gens. Donc alors, ça a plusieurs avantages. C'est qu'à la fin, on est moins nombreux. Donc, du coup, on a moins de problèmes d'attrition. Et puis l'île est moins lourde, quoi. Alors justement, ça c'est très intéressant. Donc nous, on se rend à ce rite, eux, ils savent pas qu'il est moins lourd. Ils remarquent juste que quand ils font ça, il fait beau après. Les gens vont aller se sacrifier pour Echo, en fait. Et donc concrètement, on amène des sacrifiés, des martyrs qu'on va emmener. Et on part avec les corbeaux. Ça c'est important. C'est les corbeaux qui sont liés au Haven. Alors les corbeaux sont liés au Haven aussi parce que vous vu l'endroit d'où viennent vos personnages en fait. On doit traverser la région. Ouais, mais en fait vous pouviez aussi, si vous étiez venu du nord, en fait vous seriez passé par les Condors en fait. Ouais, ok. Mais par contre les corbeaux dans votre campagne ont un lien plus fort en fait avec le Haven, des liens, mais vous verrez au fur et à mesure qu'il y a une autre tribu, d'autres endroits qui peuvent avoir des liens avec le Haven plus ou moins agréables. Dans la mesure où on va sacrifier des gens, c'est logique que ceux qui s'occupent des morts soient impliqués dans le processus. C'est logique. Et puis le Haven, il y a des... si je vous l'avais dit, au cas où vous vouliez jouer quelqu'un qui faisait... Parce qu'on peut jouer quelqu'un qui vient du Haven. C'est un endroit... Alors, il y a 2 magies que vous ne connaissez pas du Haven, mais c'est un endroit où on a mis en place... On peut rentrer en contact avec ce qu'ils appellent l'autre monde. On peut discuter avec des êtres d'une autre dimension. Ouais. Ça, vous ne l'avez pas encore vu dans votre scénario. On ne l'a pas vu, mais tu nous en avais parlé au moment de la création des personnages. Là, ce que je vous ai fait jouer, je voulais absolument que ce soit le début en fait, de la campagne. Quel que soit l'endroit d'où vous veniez, en fait, vous alliez démarrer sur le fait de faire une grande distance, un chemin de grande distance avec tout ce que ça nécessite de difficultés dans la neige, le froid, parce que quand on s'y rend, c'est plus que l'automne, c'est l'hiver profond, il fait très très froid dans tout l'Yggdrasil. Il est grand temps de faire un sacrifice à Echo pour que ça s'arrange. Et puis en fait, il y a des créatures. Attends. J'aime pas trop la manière dont tu présentes le truc et je suis désolé mais c'est pas comme ça qu'on l'a vécu. Oui. Tu nous dis c'est l'hiver, il fait froid. Vous allez avec des gens faire le sacrifice. Ouais. Bon. On va aller prier Echo. Voilà. On va aller prier Echo. Après bien des épreuves à protéger des gens dont on sait qu'ils vont mourir. Ça je trouve ça très intéressant.
on arrive. Et parce que au t'imagines, Haven. s'ils meurent sur le chemin, ça sert à rien. Voilà. Leur vie n'a aucun sens. Alors qu'en étant sacrifiés à Echo, en fait, leur mort Leur va mort prendre un trouve un sens. sens, Donc, il ouais. faut les protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment du sacrifice, fait. en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au moment donc où le sacrifice a lieu, je passe les détails, l'orgie qui la précède, le fait qu'on leur fasse, on leur donne beaucoup à manger, beaucoup à boire. Ce qui d'ailleurs motive, on s'est rendu compte en accompagnant ces gens que la plupart de ces gens étaient pauvres, malheureux, et donc ce repas final, cette récompense finale, pouvait aussi les motiver au Et sacrifice. c'est là qu'on voit que, en fait, un de mes jeux préférés est Edwidson Baker. Tu penses à Dogs quand Bien tu dis sûr. ça. Mais effectivement, on voit aussi qu'il y a tout un tas de déterminismes sociaux qui ont poussé ces gens à se sacrifier, que ces sacrifiés, en fonction de l'endroit où on vient et de la tribu d'où on vient, n'ont pas forcément la même signification. Certains préfèrent sacrifier leurs esclaves, d'autres vont sacrifier leurs plus belles jeunes filles et leurs plus beaux garçons, etc. Donc tout ça est très intéressant. Et les faucons, comme du coup, il y a beaucoup, ils choisissent leur naissance, etc. Eux, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc en fait, ils sacrifient personne, mais les plus belles personnes vont venir sacrifier des morceaux de corps. Donc ils viennent se mutiler. Voilà. Donc chacun sacrifie ce qu'il peut, ce qu'il veut, etc. Et Donc ça, c'est un peu intéressant. inspiré de Game of Thrones. Il y a un grand sanctuaire, mais au centre, en fait, il y a un trou vers le ciel qui peut s'ouvrir, en fait. Et du coup, en fait, on jette les sacrifiés dedans, quoi. Et nous, en tant que personnage, on assiste à ça, et la question qu'on se pose, bien sûr, c'est que en tant que joueur, on sait que tout ça est profondément immoral, mais nos personnages, eux, par contre, ont toujours vécu dans un monde où on leur a dit que non seulement c'était moral, mais qu'en plus c'était cool de mourir comme ça, etc. Et donc, il s'est posé cette question à nous, en tant que joueurs, de la dissension entre notre jugement en tant que joueur et notre jugement en tant que personnage. Qu'est-ce que mon personnage doit penser à ce moment-là ? Est-ce que ça peut être compatible avec ce que moi j'en pense ? Qu'est-ce que je dois jouer ? Est-ce que je dois jouer mon personnage en train d'assister à ces massacres ? Antoine ? C'est-à-dire que nos personnages sont nés dans ce monde, donc j'imagine que on est OK avec ces sacrifices pour Echo. Mais là, c'est la première fois qu'on assiste aux sacrifices. Ouais, c'est autre Aussi. chose. C'est comme à un moment, il y a un ambassadeur qui, je sais plus, je crois que c'est à toi qui parle, Romaric, Oui. qui te dit ça me fait quelque chose à chaque fois. À chaque fois, je Tiens, me pose des questions. Prends un verre de vin. Prends un verre de vin. À chaque fois, il reprend un verre de vin et dit par contre, à chaque fois, le miracle du lendemain justifie ce qui a été fait. Voilà, ça, et c'est présenté comme ça, c'est beaucoup mieux. Parce que ta petite ironie mais après, ça, et on le comprend pas sinon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après ? C'est qu'une fois que ces gens ont été sacrifiés, on va se coucher, avec un peu la mort dans l'âme, avec ça sur la conscience. Et quand on se réveille le matin, il fait beau, il fait chaud. C'est-à-dire qu'il fait plus chaud, la neige commence à fondre, on est dans une phase de fonte des neiges, le printemps est arrivé et on imagine l'été, etc., etc. Et donc on comprend à ce moment-là, en se réveillant, que ces sacrifices, non seulement en fait on lâche du lest en fait. C'est-à-dire que les tribus, concrètement, ont lâché du lest. L'île est donc, on imagine, moins lourde. Bon, en tant que joueur de Trip to Sky, on sait aussi que le sacrifice de ces gens a, j'imagine, libéré pas mal d'ammonites et donc du coup soulevé l'île. Mais je veux dire, on sait que le sacrifice a engendré un cycle de saison. C'est-à-dire qu'on est passé de l'hiver à l'été grâce à ces sacrifices. Et donc ces sacrifices trouvent aussi leur sens à travers ça. Parce que tu vois, tout à l'heure, en disant avec ironie, le problème, c'est que tu squeezes la beauté du moment aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de beau là-dedans. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, mais j'ai toujours aimé quand je suis meneuse, en fait, tirailler les extrêmes. C'est-à-dire que à un moment, tu vas vivre un truc vraiment horrible, mais il va y avoir un truc drôle qui va se passer, qui va rendre les choses un peu belles. L'inverse est vrai, tu vas rire avec un personnage et en fait, il va se passer une tragédie. Tu vis un truc horrible, mais en fait, juste après, ce truc horrible va justifier quelque chose de magnifique. J'aime bien titiller ce genre de choses parce que je trouve que ça crée un questionnement de valeur chez les joueurs que j'ai à ma table et les joueuses que j'ai à ma table. Et j'ai toujours aimé faire ça, en fait. Ouais. Je trouve que c'est la base, en fait, des histoires à chaque fois que j'ai faites. C'est, tu vois, par exemple, quand je faisais vraiment du Medfly, la petite main dégueulasse qui te suit, mais en fait, ça va devenir ton animal domestique. Et à côté de ça, il y a un truc qui a l'air trop
mignon. Et en fait, ça va te va être un défoncer monstre. la gueule. La question que je me pose à ce stade, c'est d'abord la question de la dichotomie entre les personnages et les joueurs, et aussi la dimension, il y a une vraie dimension narrativiste dans ta vision de Trip to Sky, telle qu'elle est faite pour le moment. Comme tu nous le dis, en fait, tu nous poses devant des dilemmes moraux. Vous avez donc assisté à un rituel sacrificiel qui a permis de... Mais ça a permis de machin. Et donc, du coup, on est sans arrêt en tant que personnage et en tant que joueur à se poser des questions de l'ordre du jugement moral. Alors ça, c'est Est-ce bien une de mes théories en fait sur le jeu de Trip to Sky. Oui. Je pense que Trip to Sky n'est pas qu'un jeu simulationniste. D'accord. Je pense que Trip to Sky, en fait, a une vraie... Tel que je le jouais moi, en fait, je mélangeais le sim et le narrativisme. Et du coup, j'avais envie de tester ma théorie sur ce truc, parce que je pense qu'en fait, comme du coup, on est complètement libre dans le système-là, en fait, tu peux décider en fait, vraiment de ce que ton joueur va faire en fonction des choix, des choses de auxquelles ton personnage va faire. Ouais. En fonction des choix que tu... Et du coup, en fait, tu pouvais carrément décider d'arrêter le massacre. Oui, tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, sauf que ce que j'aime bien, c'est que souvent, dans les jeux narrativistes que j'ai faits, c'est pas vrai pour tous, hein, mais souvent, il y avait un système genre, alors maintenant, tu choisis. Alors que là, je trouve que dans Trip to Sky, en fait, ça fait juste partie du truc auquel tu vas être confronté. Tu peux choisir sans qu'on te dise, alors, tu te sens comment là ? Et j'aimais bien en fait ça, et je trouve que ça va en faire de vous. Je trouve que être confronté, comme dans les grandes histoires en fait, c'était ça qui faisait des grandes histoires, Monsieur Frodon. C'est qu'à chaque fois, il pouvait se retourner et dire non, mais plot, tu vois. Et ben là, c'est pareil en fait. C'est le fait d'être confronté à des grands trucs et qui va faire que vous allez faire des choix et qui va faire que quand vous allez avoir des scènes en fait de héros, qui est le principe même de Trip to Sky, une sim où tu joues en fait, où tu célèbres un canon esthétique, ça aura encore plus de sens parce qu'en fait, au moment où vous allez le jouer, vous allez vraiment... Ça viendra de choix que vous aurez fait en fait. Et là-dessus, c'est sens néant aussi. Je veux dire, tu es confronté à des choix et tu vas devoir aller sauver le monde en ayant des choix narrativistes à faire, hein, techniquement. J'avoue que je suis très curieux. Voilà. À ce stade de la campagne, on a fait un scénar. Je sens cette tension arriver. En plus, on a la chance d'être joué avec Antoine, qui est un joueur qui est plutôt... qui aime beaucoup la proposition créative narrativiste, à ma connaissance. Et moi, qui suis un joueur très très sim, on est en train de jouer dans un jeu qui a été pensé pour encourager la proposition créative simulationniste. Et à voir, est-ce que ça va tenir le coup, comment ça va se passer et tout ça. Et pour ça l'instant, va quand même être très héroïque en vrai. Pour l'instant, ça a l'air de très très bien tourner, mais je suis curieux. Ça fait partie de mes curiosités en tant que, j'allais dire, théoricien et curieux de comment fonctionne la GNS, de voir comment ça va marcher. Donc ça, c'est un premier élément. Cette tension entre le personnage et le joueur aussi, voir comment ça va évoluer. Parmi les choses qu'on attend aussi, c'est les épées. Voir comment ça va arriver. On sait qu'on a fait une ouverture sur un appel de nos épées. Vous avez eu des visions, ouais. Toi, de ton côté, est-ce que tu as des curiosités à souligner, des choses que tu attends, des espoirs, tu te poses des questions sur j'ai vu avec Flavie, moi ce que j'attends c'est d'avoir une belle histoire pour mon perso. Qu'importe si... quand je dis beau, ça veut pas dire forcément joyeux. Hein. Qui te remue les tripes, quoi. Voilà. Ouais. Un truc où je peux d'ailleurs... j'avoue, à un moment, j'ai regardé Antoine, je fais... Antoine, c'était pendant son scénar solo, j'avais des idées en tête. Je dis, Antoine, jusqu'à quel point tu es à l'aise avec les scènes de sexe en... Vas-y, on y va. Vas-y, on y va. Ok, on y va. Vas-y, on y va. Yes, excellent. Moi, l'autre truc qui me rend très curieux, c'est les tabous. Est-ce que tu pourrais les rappeler, Flavie ? Parce que je trouve que c'est... Les trois tabous, alors, attends, ils sont très curieux, de mémoire, ces tabous. Les ours et les loups, j'adore qui viendront prendre leur part. Attends, je vais poser parce que je veux les dire exactement comme je les ai. D'accord, très bien. C'est des tabous, c'est quoi ? C'est des règles, c'est des interdits Je vais te dire ça après. Dire ça tout de suite. Alors déjà, les tabous, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire ou de dire, donc ce sont vraiment des interdits. Sur l'île, il y a sur toute l'île, parce qu'il y en a qui sont uniquement pour certaines tribus.
Mais je vais pas les passer en revue tous parce que voilà. Mais là, les 3 qui sont en rapport avec la tribu, c'est parler des mythes oubliés, sauf chez les dragons, où là, on peut On en a fait une profession, en fait, des mythes oubliés. Ouais. Le avez... salut ne pourra pas venir d'ailleurs, donc on ne parle pas d'îles qui pourraient exister ailleurs. Seule notre île existe. Ça, c'est le deuxième tabou. Le deuxième tabou, ouais. Et le troisième des tabous, c'est parler des loups et des ours qui reviendront prendre leur part. Ouais, c'est ça. Ça me rend extrêmement curieux. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Flavie. Tu voulais un commentaire peut-être, Antoine ? Je pense c'est peut-être pertinent si toi tu donnes les interdits de ta tribu et moi des miens. Comme ça, au moins, ça donne une guideline sur notre personnage. C'est intéressant. Nos vas-y. interdits. Quels sont tes interdits ? Moi, pour résumer, pour faire simple, c'est en gros, il faut respecter le corps en général, quoi. Le corps et les animaux, général, ouais. Forcément, puisqu'on a un lien très fort avec les animaux. Donc, faire du mal aux animaux, interdit. Et ne pas respecter son propre corps et celui des autres, de l'humanité, quoi. Les corps des humains, c'est aussi un tabou. D'accord, ok. Et il y a aussi un autre tabou un peu plus caché. Ouais, je sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas. Bah non, je veux pas. Non, j'ai on pas envie de me spoiler. On vous en parlera plus tard dans les tribus. C'est très parce qu'il y a des tabous cachés dans les tabous. moi, mes tabous sont plus des tabous sociaux liés aux castes. C'est-à-dire que tu as des castes, tu as des runes qui déterminent ton destin, ta caste, et donc la communication entre les castes est interdite. Donc ça, c'est un premier élément. L'importance donc du coup de ta destinée, tu dois un peu respecter ta place. Tu vois, t'as une place dans le monde et tu dois un peu la respecter, quoi. Tu dois faire ce qui t'a été dicté par tes runes, par ton destin. Tu vois, il y a ce côté-là. Et puis enfin... Et toi, ta place, c'est quoi ? Moi, je fais partie de la caste des combattants. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais de par mon père. Or, je t'ai dit que ça, donc ni toi ni moi on le sait, mais c'est une ironie dramatique, on va dire, et avec laquelle Flavie pourra jouer, c'est que je sais que mon père n'est pas mon père. Donc, il y a ton rituel de la destinée qui a été fait, mais jusqu'à quel point Jusqu'à quel point et il a été viable ou pas, il n'a pas été transformé. D'ailleurs, ta rune, plus tard, a été balafrée. Tout à fait. Donc, ce qui est un signe avant-coureur d'un destin perturbé. Donc, pour quelqu'un qui veut rester pour quelqu'un qui doit rester dans le cadre, je sors déjà du cadre. Même par ma carrure, je suis déjà trop gros trop fort pour tu vois, il y a un côté. Tu dénotes. Voilà, je détonne. Et le dernier élément, c'est un élément d'équilibre. C'est-à-dire que mes parents, les vannes, mon peuple, ma tribu a soif d'équilibre, à la fois entre les différentes tribus, mais aussi entre les différents éléments, que ce soit Alogi, Frarcèdre, etc., parce que tout doit être dévolu à Echo. Echo est le seul dieu. Ils sont, si j'ose dire, monothéistes. Là où certaines des tribus vont plutôt avoir des tendances et des penchants polythéistes à favoriser certains dieux sur d'autres. Tu vois, par exemple, il est clair que les corbeaux, par exemple, ils vont plutôt favoriser le cèdre. Les guerriers faucons, ils vont plutôt être dans le Alogi, parce que c'est la guerre, la discorde. Donc, il y a ce côté déséquilibré chez les autres tribus, et chez nous, on essaie vraiment d'être équilibré, les chouettes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'être... En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. C'est comme ça qu'on le vit. Fait, oui, mais non, mais attends. Non, mais t'inquiète. Je le précise pour les auditeurs. Vas-y, va au bout du truc. Parce que les chouettes, en fait, je les pensais comme un peuple, entre guillemets, qui pète plus haut que son cul. Oui, c'est ça. Voilà, donc eux, ils connaissent ce qu'il faut faire. Echo, c'est le seul et unique Dieu, donc c'est lui qu'on va... On va arrêter de prier Frare et les autres. Et, ça me fait penser à la phrase de Coluche. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, tu vois. Et nous, on est... Moi, j'avais mis... T'avais mis quoi ? T'avais mis gros con. Gros con, ok. Voilà. Un bon résumé de la situation. Entre parenthèses. Hein. Breaking news. Juste pour terminer sur le monde que j'ai essayé de penser, c'est qu'il y a des... Il n'y a pas que des proto-magies, c'est-à-dire qu'il y a des graines que j'ai posées
pour tous les futurs éléments de plus tard. Par exemple, il y a les graines pour les prêtresses, il y a les graines pour tout ça, en fait, Bien sûr, bien sûr. que tu vas pouvoir Non, mais bien sûr. retrouver. Et ça se voit. Tu as parlé un peu du Midain tout à l'heure. Ouais, Enfin, oui. il y a des trucs, évidemment. Tu fais du foreshadowing sur Trip to Sky. Merci beaucoup, Flavie. Ça roule. On va merci à aller vous. jouer tout de suite et comme ça, on pourra, au long cours, faire des débriefs partie après partie au long cours de la campagne et vous montrer l'évolution du projet de Fly, les problèmes qu'on rencontre et le grand plaisir, j'imagine, qu'on va passer à y jouer parce que c'est d'ores et déjà pour nous, ça fait déjà 2 scénarios qu'on fait, c'est d'ores et déjà un gros kiff. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup Flavie. Merci. Merci à vous. À Flavie. très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.